Salut à vous les amis de la terreur. Imaginez que votre destin se trouve dans le passé. Imaginez que vous mouriez 14 ans avant votre naissance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'êtes plus là? C'est une histoire de fou. C'est un paradoxe temporel dans lequel je vous invite à plonger à travers la brèche des fous, où vous allez rencontrer un psychopathe qui va tenter de prendre votre place. Comme dans la relique des catacombes, nous avions Delphine, et bien dans celle-ci, nous avons Arnaud, qui est mon meilleur ami, qui incarne le personnage d'Arnaud Duhanra, le psychopathe dyslexique hypocondriaque. Si tout comme Arnaud, vous voulez incarner un personnage d'une des prochaines histoires, je vous invite à laisser votre nom en commentaire ainsi que quelques adjectifs qui vous définissent, ou d'autres éléments comme vous voulez, et vous serez plongé au cœur d'une intrigue palpitante et terrifiante. C'est l'histoire de la brèche des fous que je vous invite à découvrir tout de suite, qui se passe en Belgique, près de Bastogne, dans un ancien asile. Non, c'est pas une histoire belge, c'est une histoire de fous. Installez-vous confortablement, mettez votre casque et plongez à travers la brèche des fous, pour un voyage duquel vous ne ressortirez peut-être pas indemne. La grue arrête de creuser. Derrière la discothèque endormie, un large sourire éventre la terre en une tranchée circulaire. Les experts de la police scientifique, en combinaison blanche, déterrent les ossements qu'ils viennent de découvrir. Ils déposent des crânes et des fragments de fémur dans les bacs de conservation. L'inspecteur principal Van de Vleyen s'approche de son collègue qui observe la scène à travers le nuage de sa cigarette électronique. Tu crois que c'est eux qu'on cherche? Je ne saurais rien te dire. Godferdom, il a l'air d'avoir un beau paquet de cadavres là-dessous. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Apprêtez-vous à plonger au cœur de la folie. Si les paradoxes du temps ne troublent pas vos certitudes, peut-être serez-vous rendu fou par l'imminence de la mort, ou simplement par la peur, prisonnier d'un asile peuplé des pires individus, des êtres abjects, à l'image d'Arnaud Duhanra, le psychopathe du passé. Vous pourriez ne jamais sortir de la brèche des fous. Debout sur le perron, Bruce de Cueil regarda sa femme et ses 3 enfants s'éloigner, leur faisant un signe de la main, jusqu'à ce que la berline verte ait disparu au coin de la rue. 5 jours de tranquillité qui allaient lui permettre de remettre un petit peu d'ordre dans ses affaires. Propriétaire de 2 restaurants, un bar karaoké discothèque et un club échangiste sur la région wallonne aux alentours de Bastogne en Belgique, Bruce aimait vivre entouré de gens et de bruit. Il avait besoin d'agitation autour de lui en permanence, pour se sentir en vie. Mais avec Maddy, ça n'allait pas du tout. Et même si le bruit de fond des enfants dans la maison allait lui manquer, il devait bien reconnaître que se libérer de leur mère, ne fût-ce que 5 jours, dans un premier temps, ne pouvait lui faire que le plus grand bien. On ne peut pourtant pas dire qu'il y passait beaucoup de temps à la maison. Toute son existence se jouait entre la gérance de ces 4 établissements, du matin jusque tard dans la nuit. Parfois même très tard dans la nuit. Seulement, sa dernière acquisition, la discothèque, ne lui apportait qu'un lot de problèmes, que ce soit d'ordre juridique, financier et même moral. En comparaison, son club échangiste ne lui avait jamais posé le moindre souci. Des emmerdes minimes avec les restos, mais la disco karaoké, c'était tuile sur tuile depuis 9 mois. Il songeait déjà à revendre, mais comme le disait justement son ami Jean-François, entrepreneur en bâtiment, personne n'en voudrait au prix qu'il demande. Les emmerdes ont commencé avec l'explosion d'une conduite d'eau et l'inondation qui s'en est suivie. Un début d'incendie dans les cuisines, une vitrine brisée par un camionneur maladroit, etc., etc. Puis il y a eu ce gars, une nuit, ce type sorti de nulle part. Le bar était bondé, les gens dansaient. Le frappadingue, habillé d'une espèce de blouse beige, a surgi pieds nus sur la piste, au milieu de la foule. Un cinglé au crâne rasé, avec un regard totalement malsain. Il s'est jeté sur les clients, une bouteille brisée à la main.
Il en a défiguré 3 et blessé mortellement un autre. Puis, il est retourné vers le couloir menant aux toilettes. Il y avait du sang partout, et dans la panique, personne n'a vraiment vu comment il s'était éclipsé. On a pensé qu'il restait planqué quelque part dans la discothèque. Mais les fouilles ne donnèrent rien. 40 jours de fermeture et une enquête toujours en cours. Puis 2 mois après la réouverture, il y a eu la première cliente disparue. Une habituée, Laura, blonde, la trentaine. Amatrice du cocktail maison, elle chantait exclusivement des tubes de France Gall au karaoké. Laura était souvent la dernière à quitter la piste au petit matin. Tout comme le frappadingue était entré et reparti sans qu'on le voie, Laura avait disparu sans que quiconque ne l'ait vue sortir. Pas même les caméras. Elle était allée aux toilettes et n'est jamais revenue. Et rebelote, fermeture de la discothèque. Enquête, fouille complète jusque dans les moindres recoins. Pas de porte, ni de passage secret, de placard à double fond, de trappe souterraine, rien. Entre-temps, Maddy en avait rajouté une couche, avec sa demande de divorce. Brandon, 13 ans, son plus grand-fils, se battait à l'école et se mettait à fumer. Randy, le petit, pissait au lit, jouait à foutre le feu à tout ce qu'il trouvait et torturait des animaux. Un futur tueur en série. Quant à ses 2 filles, 12 et 14 ans, Aurore et Céline, elles rêvaient de devenir célèbres sur Instagram et postaient des photos qu'il aurait eu honte de montrer à leurs grands-parents, s'ils étaient encore de ce monde. Alors les jaloux, les envieux, Bruce voudrait bien les y voir à sa place. Oui, il avait du pognon, pas mal de pognon même. Mais ce dont il était le plus riche à cette période, c'était d'emmerdement. Depuis le rachat de ce foutu bâtiment. Et cerise sur le gâteau, le mois dernier, un autre client s'évaporait. Toujours en se rendant aux toilettes. Il s'appelait Jean-Guy. La quarantaine, moustachu, avec des airs de Jean-Claude Duss, alias Michel Blanc. Bruce ne l'avait vu qu'1 ou 2 fois. Autant dire que la bande qui l'accompagnait n'a plus jamais remis les pieds au Paradise Club par la suite. D'ailleurs, les habitués commençaient à déserter l'endroit. À part quelques curieux amateurs de sensations fortes et de mystères. Parce que oui, l'apparition du tueur fou et les 2 disparitions demeuraient les affaires les plus mystérieuses auxquelles les autorités locales furent confrontées. On évitait de trop ébruiter l'affaire, mais les réseaux sociaux distillaient régulièrement des infos et les déformaient. Ce qui était vrai, c'est que le tueur, sorti de nulle part, avait pris la fuite en direction des toilettes et s'était volatilisé comme il était venu. Et juste avant de s'enfuir, il avait crié « C'est Arnaud Duhanrat qui m'a forcé à le faire !» À cause du vacarme et des cris, personne n'arrivait à se mettre d'accord sur le nom qu'il avait prononcé. Mais Bruce avait bien entendu. Bruce qui était témoin mais aussi suspect. On le somma de prévenir s'il était amené à quitter la Belgique. La police poursuivait l'enquête mais ne transmettait pas ou peu d'informations. Avec tout ça, Bruce était épuisé. Mais il en fallait plus pour le pousser à s'effondrer. Et tout ce qu'on ne voulait pas lui dire, tout ce dont les enquêteurs manquaient en termes d'indices, il allait le découvrir par lui-même. Revendre ce club relevait de l'impossible. C'était pourtant un beau bâtiment. Plus de 300 mètres carrés exploitables, sans compter les milliers d'euros investis dans la remise en état et les aménagements spécifiques. L'État avait consenti à lui vendre la propriété pour une bouchée de pain. Faut dire que les murs étaient restés longtemps à l'abandon. L'acte de vente ne mentionnait pas son ancienne fonction. Les administrations répondirent vaguement qu'il s'agissait d'un établissement public. Peut-être une école ou un internat, avait supposé Bruce, sans chercher à en savoir davantage. Le prix, de toute façon, justifiait toute absence de réticence. Mais maintenant, il voulait savoir. Il retourna à l'hôtel de ville. Personne sur place ne put le renseigner, mais une employée l'invita à consulter les archives de la ville sur le net. Sympathique, dans la quarantaine, comme lui, elle écrivit sur un post-it des adresses de sites, relatant l'histoire de la ville et de ses alentours. Il rentra chez lui, à Villers-la-Bonneau, un petit village où les maisons semblaient avoir été semées de ci de là comme des cailloux gris par un petit pousset géant. Les derniers rayons du soleil s'effilochaient en filaments bleutés sur la maison d'ardoise. Bruce ne se souvenait pas avoir déjà entendu un tel silence entre ces 4 murs. Un triangle de pizza à la main, son ordinateur ouvert sur l'îlot central de la cuisine, il consulta les archives. Des articles de journaux notamment, afin de connaître le passé de ce lieu qu'il avait transformé en boîte de nuit. Bruce était originaire de Liège en Belgique, pas très loin de la frontière hollandaise. Même s'il connaissait bien Bastogne et la province du Luxembourg, sa mère étant origine de cette région, il n'était jamais remonté plus loin que la Deuxième Guerre mondiale en termes de connaissances historiques.
Il aimait bien cette région, qui avait encore des saveurs de terroir. Il utilisait même parfois des mots issus du patois gaumet pour plaisanter. Pour Maddy et les enfants, c'était tout le contraire. Les 5 détestaient ce trou paumé et n'aspiraient qu'à retourner du côté de Liège. Et depuis leur installation dans la région il y a 4 ans, la situation familiale n'avait fait qu'empirer. Jusqu'à ce moment fatidique de la demande en divorce. Pourtant, le business de la restauration et de l'entertainment était florissant ici. Les activités de Bruce n'avaient jamais été aussi rentables que depuis leur départ de la région de Liège. Les 4 établissements tenaient dans un mouchoir de poche, ce qui rendait les déplacements de l'un à l'autre beaucoup plus faciles évidemment. Sans compter les économies d'essence et l'absence d'embouteillage. Bref, tout tournait autour de son business. S'attarder sur le passé d'un amas de pierre et de ciment n'était pas tout à fait son passe-temps favori. Sirotant une Jupiler, il apprit néanmoins que sa discothèque avait été jadis un centre psychiatrique. Fermé, puis abandonné au milieu des années 60. Un centre psychiatrique pour malades dangereux. En fouillant puis en recoupant les infos, il découvrit que la fermeture avait eu lieu après un grave incident, impliquant le chef d'établissement, les docteurs et un groupe de malades. Il parcourut l'article. 26 novembre 1966. 15 des 38 pensionnaires du centre de soins des Peupliers de Rulzy-les-Mornombeux, conduits par celui qu'ils considèrent comme leur chef, sont parvenus à prendre le contrôle de l'établissement, retenant en otage 5 membres du personnel. Depuis 4 jours, la police tente de négocier avec le meneur d'hommes, un certain Arnaud Duhanrat, interné suite à une série de meurtres innommables, pour lesquels il fut jugé irresponsable. C'est un psychopathe dangereux et capable de tout, confie le commissaire en charge de l'enquête. Il pourrait bien massacrer la 40aine de pensionnaires et le personnel si nous ne prenons pas les précautions nécessaires pour l'appréhender. Effectivement, le sinistre Duhanrat n'en est pas à son premier forfait. Personne dans la région n'a oublié les atrocités commises par cet être dénué de toute empathie ou de la moindre once de pitié. Un homme qui se repaît de la souffrance de ses victimes, dont la triste énumération se porte déjà à 26. 26 meurtres avoués et avérés pour Duhanrat. Mais les pensionnaires des Peupliers, qui lui prêtent main forte, ne sont pas non plus ce qu'on pourrait appeler des enfants de cœur. Bien que Duhanrat, justement, fût éduqué dans la foi chrétienne. Les complices de Duhanrat sont aussi dangereux que lui, ajoute le commissaire Bello. Imaginez ce que l'émulation de tous ces cerveaux dérangés peut engendrer comme dégâts. Nous ne pouvons espérer qu'une issue favorable à ce drame qui, à l'heure où j'écris ces lignes, se joue à la manière d'un bras de fer entre les ravisseurs et les forces de l'ordre. Bruce secoua la tête, cligna des yeux plusieurs fois. Comment était-il possible que personne ne lui ait parlé de cette histoire de dingue? C'était le cas de le dire. Un ancien asile de fous dangereux assiégé par ses patients. Des employés communaux en avaient forcément eu vent. Il chercha encore. Maintenant, il voulait connaître l'issue de l'affaire. Un autre article ressortit. 29 novembre 1966. Intervention musclée de la police au centre des Peupliers, à Rulzy-les-Mornombeux. Malheureusement, le médecin en chef, le docteur André Clairvoy, aurait été tué par la meute de belligérants durant la prise d'otage, avant l'intervention des forces de l'ordre. Torturé puis mutilé, il aurait été violemment achevé par le principal instigateur de la prise d'otage, Arnaud Duhanrat. Les rebelles ont été rapidement appréhendés. 3 d'entre eux ont succombé aux coups de feu tirés par les policiers. Parmi les victimes, le meneur. Abattu par la police, le forcené Arnaud Duhanrat aurait hurlé en rendant son dernier souffle. « Je ne mourrai jamais! Je reviendrai sans cesse! La boucle est bouclée !» Les dernières paroles d'un fou, sans l'ombre d'un doute. Bruce acheva sa bière d'une traite et se rouvrit une canette. Ok, la disco avait été le théâtre d'événements tragiques par le passé, mais cela avait-il quelque chose à voir avec l'apparition et disparition du tueur frappadingue? Et la disparition de Laura et Jean-Guy? Des trucs pouvaient-ils ressurgir du passé à travers les murs? Les murs pouvaient-ils absorber des gens? Parce que Bruce n'était pas fou, lui. Il avait bien entendu le frappadingue citer le nom d'Arnaud Duhanrat. Donc il y avait bien un rapport entre la prise d'otage de 66 et l'apparition du tueur en 2026. Ce n'était pas le genre de théorie auquel il adhérait habituellement. Mais si même les flics, après une fouille méticuleuse, n'avaient pas trouvé d'explication rationnelle, où chercher? Sinon dans le surnaturel. Quelqu'un était apparu et avait disparu. 2 autres s'étaient évaporés sans laisser de traces, sans quitter l'établissement. Bon sang, ça ne s'expliquait pas de façon logique. D'une manière ou d'une autre, il y avait un rapprochement à faire entre les événements. Ce fameux Arnaud Duhanrat était le lien. C'était évident. Fort de cette conviction, il se dit qu'il pourrait contacter la police.
il n'en fit rien. C'était encore trop tôt, il devait trouver des arguments crédibles à avancer. Vers 21h, Maddy appela pour annoncer qu'elle allait sans doute prolonger son séjour chez sa sœur Karine, à Namur. Les enfants adoraient leur tante, et sa grande maison avec piscine. Elle lui annonça également qu'elle amorçait la procédure du divorce depuis là-haut, et qu'il recevrait bientôt des nouvelles de l'avocat. Pendant une fraction de seconde, il fut tenté de lui parler de sa découverte sur le passé de la discothèque, mais se ravisa. Maddy était bien loin de ce genre de préoccupation. Le lien de complicité qui les unissait au début s'était rompu depuis bien longtemps. Il raccrocha. S'il regardait sa vie de l'extérieur, elle ressemblait à un sac de nœuds inextricable. Il percevait la rumeur d'un malaise s'élever au creux de son ventre. Tout lui échappait. Lui qui avait toujours cru contrôler sa vie, ses employés, sa famille, et pour qui tout semblait acquis, sentait le socle de ses certitudes se morceler, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La discothèque n'ouvrait que 3 soirs sur 7, le week-end. En ce mercredi d'avril, elle était déserte. Bruce parqua sa BMW sur le petit parking et entra par la porte arrière donnant sur la cour où les clients sortaient habituellement fumer. Il ne savait pas ce qu'il était venu chercher au juste, mais il espérait trouver une réponse. Les reflets argentés de la lune pleine se diluaient dans les vitres de la véranda. Il alluma les lumières. La femme de ménage, qui devait revenir jeudi, avait laissé traîner l'aspirateur dans un coin et ça sentait le détergent. Il y avait ici une partie habitable sur 2 étages, mais Maddy avait catégoriquement refusé qu'il puisse imaginer même un instant qu'elle et les enfants viennent habiter ici d'une manière ponctuelle ou définitive. Ça servait tout au plus d'entrepôt. Sa maison était très bien, pourquoi aurait-il eu envie de venir vivre sciemment dans une discothèque, fût-ce la sienne? Elle le prenait quand même un peu pour un débile des fois. Il ouvrit 2 portes et passa derrière le bar. La piste de danse s'étalait en formant un cercle au-devant du comptoir. Bruce la traversa. Il avança jusqu'à l'estrade du karaoké et se rejoua la scène. Il s'était tenu précisément ici, à côté de la table de mixage pour parler au DJ quand le frappadingue en blouse beige avait surgi. De là-bas, du couloir des toilettes, à 20 pas de l'estrade. Le dément aux pieds nus s'était mis à courir jusqu'à la piste de danse. Il avait attrapé une bouteille de champagne sur une des tables, puis l'avait transformée en un tesson tranchant en la fracassant sur le rebord d'une colonne en faux marbre. La masse de danseurs avait formé un arc qui s'éloignait du fou furieux. Rapide, nerveux, il se comportait comme un animal aux abois, une bête apeurée. Mais son regard malsain, reflétant une âme abjecte, était une insulte au règne animal. Il tournoyait, l'écume aux lèvres, avec son tesson à la main. En une poignée de secondes, étiré comme des heures, le malade mental avait foncé dans l'attroupement qui s'arc-boutait autour de lui. Depuis l'estrade, avec la musique et les lumières colorées qui voyageaient, la scène avait paru surréaliste. Et c'est sans doute ce qu'elle était. Bruce n'aurait jamais imaginé que le sang d'une jugulaire tranchée pût l'atteindre à cette distance. Pourtant, des gouttelettes fines étaient venues se déposer, comme de la rosée, sur le coton blanc de son polo. Il avait vu 2 danseurs s'écrouler en hurlant. Une femme en tailleur rouge agrippait le bras de son mari, tandis que le frappadingue lui tailladait la base des côtes avec la bouteille cassée. La foule hystérique s'était bousculée jusqu'à la sortie. Des blessés jonchaient la piste de danse gluant d'un pourpre sirupeux. Il était impossible qu'un événement pareil soit en train de se produire sous ses yeux. Ce genre de truc ne devrait jamais se produire. Le DJ avait coupé la musique avant de s'accroupir derrière le stand des consoles de mixage. Bruce l'avait imité. Flanqués par le tissu noir dissimulant les pieds métalliques de la structure, ils virent le tueur fou furieux repartir en direction du couloir menant aux toilettes. Il s'était subitement stoppé dans sa course pour se retourner. Et c'est à ce moment qu'il avait crié « C'est Arnaud du 1 qui m'a forcé à le faire !» avant de s'engouffrer dans le couloir. Les toilettes ne présentaient aucune issue. Les barreaux aux fenêtres avaient été conservés lors de la rénovation et les battants situés à 2 mètres de hauteur ne s'inclinaient que de quelques centimètres à l'aide d'une perche. C'était matériellement impossible de sortir. Même pour le plus habile des contorsionnistes, soit-il cascadeur ou acrobate,
il n'y avait aucun accès. Les caméras intérieures et extérieures avaient tout filmé. Le type pieds nus au crâne rasé arrivait par le couloir et repartait par le même chemin, sans jamais entrer ou sortir du bâtiment. Donc même conclusion que les flics, il avait disparu là, entre le couloir et les toilettes. Tout comme Laura et Jean-Guy. Un portail magique? L'idée n'était pas plus saugrenue que la situation, d'autant que Bruce avait toujours été intrigué par cette plaque de cuivre, incrustée dans le mur. Au moment des travaux, les ouvriers avaient demandé « Ce bazar là, on garde ou on l'enlève ?» La plaque semblait scellée dans le mur. L'enlever aurait signifié refaire la maçonnerie de tout ce pan du couloir. Et pour tout dire, il la trouvait jolie, avec ses gravures abstraites et sa façon de diffracter la lumière en des reflets arc-en-ciel. Il avait décidé de la garder. Et maintenant, elle l'intriguait. Il n'avait jamais pris la peine de s'attarder vraiment sur les symboles dont elle était ornée. Pas plus que la police qui chercha d'abord si elle recelait un quelconque mécanisme ou si elle constituait une ouverture. Mais non, le mur était plein, il fut inspecté sur ses faces intérieures et extérieures et même scanné aux ultrasons. Les enquêteurs se désintéressèrent très rapidement de cette plaque. Bruce se convainquit qu'elle avait forcément un rôle à jouer dans ce mystère. Il longea le couloir jusqu'à ce que sa silhouette déformée se reflète dans le rectangle de métal rouge et or. Un rectangle vertical, mesurant la taille d'un homme de corpulence moyenne. Sa surface polie était parcourue de fines gravures, formant parfois des filigranes subtiles, qui reliaient toutes les formes entre elles. Des demi-cercles, des graduations et des petits chiffres clairsemés sans logique apparente. Il y avait aussi des lettres disposées autour de plusieurs triangles de tailles différentes. Des motifs ressemblant à de l'écriture arabe, mélangés à des signes de l'alphabet grec. Ou était-ce de l'hébreu? Bruce eut l'idée de soumettre une photo de la plaque à Google Lens. Les résultats se firent attendre à cause de la mauvaise réception du réseau dans cette zone du club. Ça lui renvoya finalement des liens vers des sites traitant d'occultisme, de magie et d'ésotérisme. Un autre lien menait vers le site d'un mathématicien, Augustin Pratnard. Il survola. L'homme défendait apparemment une théorie selon laquelle la combinaison de certains symboles et matières pouvait donner lieu à des failles temporelles. Il se prétendait capable de poser sa théorie en équation. Et tout son travail se concentrait sur ce but ultime, prouver à la communauté scientifique et au monde que le voyage temporel s'avérait théoriquement possible. Au-delà encore des affirmations de son mentor, Albert Einstein, dont il se revendiquait le fidèle successeur. Sur les sites d'occultisme, on présentait le même genre de théorie d'un point de vue plus spirituel. Les auteurs extrapolaient, en fantasmant un portail menant au couloir du temps. Bruce ne put s'empêcher de lâcher un hoquet moqueur. Autant pour lui que pour les farfelus capables d'adhérer à ce concept de faille temporelle. Mais tout de même, la photo de la plaque avait renvoyé à ce genre d'infos. Bruce avait du mal à y croire. Mais il y avait une coïncidence étrange. Toute explication rationnelle ayant été écartée, que lui restait-il? Et puis la science cachait encore tant de mystères aux esprits ignorants que nous sommes. S'il voulait contrebalancer avec une idée rationnelle, il dirait que sa plaque n'était pas parfaitement identique à celle vue sur Internet. Loin de là. Les dessins et motifs étaient différents, même si les images d'illustration du net n'étaient que des reproductions, d'après description. Il se voyait mal aller trouver les flics pour leur exposer ce genre de preuves. « Bonjour, je crois que je sais où sont partis les tueurs et mes 2 clients. Ils se baladent dans les couloirs du temps via le portail spatio-temporel de ma discothèque. » Il ne put s'empêcher de penser que ça ferait une attraction totalement époustouflante et une publicité incroyable au Paradise, si ça s'avérait. Il se moqua une fois de plus de lui-même. En jetant un coup d'œil à sa montre, 23h22, il constata que le temps avait filé. Ah non, 23h23. Il s'apprêtait à repartir. Mais dans la seconde qui suivit, il fut aveuglé par un puissant flash. Une lumière si intense qu'elle arracha une larme à ses cornets. Il détourna le regard. Le phénomène s'accompagnait d'un crépitement strident. Bruce recula. La plaque de cuivre rougeoyait avec les mêmes lueurs qu'un fer dans une forge. Elle diffusait toutefois un courant d'air froid, une aspiration glaciale. Bruce crut percevoir des formes et des ombres mouvantes au travers. Comme derrière un vitrail aux couleurs de feu, il vit des silhouettes allongées évoluer dans une pièce au décor trouble. Mais logiquement, derrière ce mur, il y avait l'extérieur, pas de pièce adjacente, et certainement pas la profondeur suffisante pour nicher une pièce secrète.
Pourtant, il en était certain. Il voyait des formes se déplacer de façon toute humaine au-delà de la plaque de cuivre. Une vision plus claire, plus palpable encore que sur un écran en 3D. Il crut entendre des bribes de voix. Il recula encore, car l'aspiration froide générée par le trou de lumière le tirait vers elle. Et Bruce eut le juste pressentiment que Laura, le fou dangereux et Jean-Guy avaient disparu aspirés par ce vortex luminescent. Puis il dut forcer sur ses jambes pour se soustraire à l'attraction qui augmentait. Sorti brutalement du champ d'aspiration, il valsa en arrière, comme quand une corde trop tendue sur laquelle on tirait finit par se rompre. Il tomba littéralement sur le cul. Et la lumière disparut. Le cuivre retrouva son aspect et le silence retomba. Ça n'avait duré que quelques secondes. Mais de toute sa vie, Bruce n'aurait pas assez de temps pour se remettre de ce qu'il venait de vivre. Il lui fallut plusieurs minutes pour évaluer les conséquences de cette expérience et pour mesurer le danger auquel il venait d'échapper. À qui allait-il pouvoir faire part de cette découverte sans passer pour un fou? Son ami Jean-François? La police? En tout cas certainement pas Maddy. Sur la route jusqu'à chez lui, il faisait défiler les images encore et encore, se demandant si le phénomène se produisait chaque nuit à la même heure. 23h23. Comme aux 4 témoins et victimes de l'attaque du frappadingue, on lui avait proposé un suivi psychologique. Il avait refusé. Peut-être aurait-il dû accepter. Il se demandait maintenant si son raisonnement n'avait pas été altéré d'une manière ou d'une autre par le choc émotionnel. Peut-être que cette vision, celle de la plaque devenue translucide et des formes mouvantes, résultait du contre-coup. On voit beaucoup de sang à la télé, des gens qui meurent par milliers chaque année. C'est de la fiction, et on en veut toujours plus. Mais dans la réalité, assister en direct à un tel massacre peut suffire à faire vriller même le plus insensible des pervers narcissiques. Seuls les psychopathes peuvent supporter sans sourciller et même se réjouir de la véritable souffrance d'un être vivant. Bruce ne ferma pas l'œil de la nuit. Il resta affalé sur le canapé en cuir du salon, un verre de rhum et une bouteille posée sur la table basse. Et c'est vers 6h30 du matin, au moment où il se sentit partir, que la sonnette de l'entrée l'extirpa de sa léthargie. La police. Encore. Bonjour, monsieur de Keut. Inspecteur Van de Vleyen? Vous êtes bien matinal. Rassurez-vous, je ne viens pas vous mettre les menottes. Du moins pas encore. Je vous taquine, bien entendu. Allez, je suis là pour vous informer d'une décision du procureur. Une décision du procureur? Vous vous doutez bien, il s'agit d'approfondir les recherches concernant les 2 disparus. Et approfondir, c'est le cas de le dire, parce qu'il souhaite que nous allions creuser autour de votre établissement. Creuser? Oui, creuser. On me soupçonne d'avoir enterré des corps là-bas? Ah, ça c'est vous qui le dites, non, on ne vous soupçonne de rien. Mais quoi qu'il soit arrivé, nous devons procéder à des fouilles et des prélèvements pour lever les doutes. Vous voyez, vous parlez de doutes. Allez, on ne joue pas sur les mots. Je me devais juste de vous tenir informé et aussi de vous demander de venir ouvrir l'accès à nos hommes cet après-midi. Et ça va durer combien de temps cette affaire? Parce que moi j'ai des réservations pour vendredi et samedi. Ça, je ne saurais pas vous dire, monsieur de Keut. Mais je suppose que c'est l'affaire de 2 ou 3 jours, selon ce qu'on va trouver. Les fouilles durèrent 5 jours. Au cours du 3e jour, la police scientifique déterra des ossements. Un puzzle organique rongé par la terre, qui, une fois reconstitué, révéla les squelettes de dizaines de corps. Des corps humains. Parmi eux, 2 hommes et une femme purent être identifiés. Laura et Jean-Guy. Entre-temps, Bruce fut soumis à un nouvel interrogatoire et on préleva son ADN. Puis on le convoqua une nouvelle fois 15 jours plus tard. Lors de cette audition, une nouvelle information, découverte par les scientifiques, allait faire vaciller sa raison déjà bancale. Un violent coup de pied au fondement de sa logique et de celui des enquêteurs. Face à lui, 2 policiers. Un grand roux moustachu et l'inspecteur en chef Van de Vleyen, que Bruce connaissait déjà. Ce dernier prenait note de ses réponses sur l'ordinateur. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur de Keut. On vient de retrouver votre ADN. Mon ADN? Sur les cadavres? Et pas un peu! Confirma le rouquin avec un sourire indéchiffrable aux lèvres. L'inspecteur tendit son cou vers lui au-dessus du bureau. Alors dites-moi tout, monsieur de Keut. De Keut, c'est votre vrai nom? Évidemment, pourquoi cette question? Bah oui, c'est logique, c'est son ADN, donc ça ne peut être que lui. Souffla l'autre. Alors, monsieur de Keut, je dois vous annoncer que vous êtes officiellement mort. Moi? Mort? Bon, qu'est-ce que c'est que ça pour une carabistouille? Bah, je vous avoue que c'est à n'y rien comprendre, monsieur de Keut. Car même si vous aviez eu un frère jumeau avec le même ADN que vous,
et que vous l'auriez, admettons, assassiné, vous allez imaginer des choses insensées. Non, je dis admettons, monsieur de Keut, mais je n'ai pas fini. Admettons que le cadavre soit votre jumeau. Eh bien, il aurait été enterré avant votre naissance. Aux environs 1966. Oh, qu'est-ce que vous me chantez là pour un bazar? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans votre discothèque, monsieur de Keut. Mais nous avons bien l'intention de le découvrir. Croyez bien que moi aussi. Durant les jours qui suivirent, Bruce retourna les pièces du puzzle dans tous les sens. Il avait peur de la conclusion effroyable que lui imposait l'imbrication de tout ça. Comment pouvait-il être à la fois mort, enterré, moisi, desséché depuis 60 ans, et vivant? La réponse rationnelle consistait dans une erreur de manipulation des échantillons d'ADN. Et c'est la raison à laquelle il se serait accroché, s'il n'y avait pas déjà tous ces mystères d'apparition-disparition, et sa vision à travers la plaque de cuivre. La réponse irrationnelle, quant à elle, résidait dans la probabilité qu'il soit mort dans le passé, mais en venant du futur. Ce qui signifiait que sa mort au présent n'était pas encore survenue, mais qu'elle allait survenir. Cette hypothèse impliquait qu'à un moment, il allait se retrouver dans le passé pour y être tué. Un beau paradoxe temporel, parce que dans le futur, il allait être tué, mais dans le passé. Cependant, si on le tuait avant le jour de sa naissance, alors il ne devait pas exister à l'heure actuelle. De quoi finir dans un asile. Il se cogna le front du poing. Pourquoi ce genre d'emmerde indébrouillable était toujours pour sa pomme? Il eut envie de grimper dans sa BM, rouler sans s'arrêter et fuir cette insupportable amphigourie. La fuite, c'était encore la meilleure solution pour échapper à cette mort inéluctable. Mais alors il serait considéré comme un fuyard, recherché par la police jusqu'à la fin de cette vie. Empêtré dans les tentacules de la folie qui tentait de le submerger, il essayait de se persuader que les scientifiques avaient commis une erreur de manipulation. Se sont mélangés les pinceaux, c'est la seule explication possible. Après avoir embarqué quelques affaires, il logea dans la discothèque durant la dernière semaine d'avril. Pour observer, pour surveiller cette plaque de cuivre. Mais même après 23h23, elle ne reproduisait pas le phénomène inexplicable auquel il avait assisté. Il commença à croire que ça n'avait été qu'une hallucination. D'une certaine manière, ça le rassurait. Tout allait se conclure de façon rationnelle, et on allait trouver des réponses cohérentes à chaque question. Il était barjot, voilà tout. Des gars comme lui, entrepreneurs aux affaires plus ou moins florissantes, croulant sous la pression des responsabilités, il en existait des millions, peut-être des milliards. À en vouloir toujours plus, on finit dépassé par ses propres ambitions, submergé par des impondérables, des sales coups qu'on n'avait pas vu venir. Un engrenage dont on ne peut plus s'extraire. Et psychologiquement, on craque. Valait-il mieux être barjot ou acteur d'expériences paranormales? Valait-il mieux avoir été victime d'hallucinations et de raisonnements erronés, plutôt que d'être embarqué de force dans un univers sur lequel on n'a aucune prise? Concernant les raisonnements erronés, si le fait de mal interpréter les choses faisait de lui un fou, alors l'ensemble des habitants de la planète s'avérait être une bande de cinglés. Était-ce le cas? Quoi qu'il en soit, il ne renonçait pas à surveiller de temps à autre le comportement de la plaque de cuivre gravée, pour autant qu'elle pût avoir un comportement. Il jeta un coup d'œil à l'horloge et abandonna son sandwich sur le plan de travail en inox de la cuisine. Il poussa les portes et se hâta jusqu'au couloir des toilettes, au bout de la piste de danse. 23h23, c'était l'heure fatidique. Rien depuis les dernières semaines, mais en cette nuit du 1er mai, le phénomène se reproduisit. Juste au moment où il arrivait au niveau de la plaque, celle-ci se mit à rougeoyer, dégageant le même froid que lorsqu'il ouvrait les énormes congélateurs de ses restaurants. Immédiatement, un étrange chatouillement le saisit au milieu du thorax. Il voulut reculer, mais la force d'attraction le plaqua contre le rectangle de cuivre. Des pieds jusqu'à la tête, des fourmillements ressemblant à des décharges électriques le parcoururent. Il sentit la chair de sa joue droite s'écraser contre le métal glacé, puis une sensation d'endormissement, identique à celle ressentie quand le dentiste vient d'injecter un anesthésiant dans la gencive. Cette sensation s'étendit à tout son corps. Et dans une sorte de déchirement cotonneux, il traversa la plaque de cuivre, happé par elle. S'il s'était cru fou un instant, il allait découvrir les entrailles de la folie dans ce qu'elle recèle de plus perfide. Car s'il ignorait encore où il se trouvait, il n'allait pas tarder à comprendre. Et la question n'était pas où il se trouvait, mais bien quand il se trouvait.
L'engourdissement de son corps se dissipa progressivement, et sa vue, brûlée par l'intensité de la lumière, retrouvait une certaine acuité. Il perçut des formes, des odeurs, et pouvait entendre des bruits qui n'avaient rien de familier. Il n'était pas seul. Petit à petit, le décor se révéla. Il se tenait dans une pièce carrelée, haute et étroite, dont les murs se perdaient dans une pénombre jaunâtre. Une odeur âcre de désinfectant piquait ses narines. Au centre de la salle exiguë, une chaise à accoudoir bardée de sangles de cuir se dressait sous une ampoule nue qui pendait au bout de son fil, oscillant faiblement comme au passage d'une légère brise. Bruce se retourna. Il frappa la plaque de cuivre du plat de sa main. Son aspect avait changé. Elle paraissait plus neuve. Il poussa un soupir désespéré qui ressemblait à un gémissement. Une profonde détresse l'envahit, le sentiment qu'il était perdu. Il cogna le mur, qui ne lui offrit qu'un surplus de douleur. L'écho éteint d'un non-retour. Il fit quelques pas et reconnut les lieux, ou tout du moins la configuration des murs. Car c'était là qu'il avait fait construire les toilettes de la discothèque. Il identifia le carrelage affreux qu'il avait prié l'entreprise de rénovation d'enlever. Aucun doute possible, même si l'ameublement qu'il voyait à ce moment avait été retiré. Il frôla un chariot métallique sur lequel reposait un boîtier, relié à des câbles électriques munis de pinces. À côté, un bac en émail présentait des traces brunâtres incrustées. Bruce réprima un haut-le-cœur et se retint de crier. Les fenêtres hautes et grillagées filtraient une lumière pisseuse et crue. Et dans un renfoncement qu'on devinait à peine, il découvrit une armoire sur les étagères de laquelle étaient soigneusement rangés des instruments chirurgicaux. Scalpel, pince, marteau, écarteur, ou encore une perceuse manuelle qui lui flanqua froid dans le dos. Soudain, au-delà de la porte métallique qui fermait la pièce, des bruits de pas retentirent. La poignée tourna. Une raie de lumière aveuglante se déversa dans l'espace. Un homme apparut en contre-jour. Pas un médecin, pas un gardien, un patient. Sa blouse beige, trop grande, flottait autour de son corps tordu. Ses yeux, trop écarquillés, brillaient d'un éclat anormal sous son front proéminent. « T'es nouveau, toi ?» Bruce voulait parler, mais sa gorge resta nouée. L'homme haussa les épaules et fit signe. « Viens vite avant qu'ils arrivent. » Bruce, abasourdi, le suivit. Quelqu'un allait peut-être pouvoir l'aider. Le couloir blanc jalonné de portes grises déboucha sur une salle commune. Un grand espace rectangulaire, aux murs jaunis, éclairé par une rangée de néons faiblards. L'homme tordu le délaissa, comme s'il avait déjà oublié sa présence, et alla s'asseoir en tailleur au pied d'une grande horloge. Une vingtaine de bancs étaient disposés de part et d'autre d'une longue table centrale, ravagée par les entailles et les brûlures. Dans le coin au fond, un poêle de fonte diffusait une faible chaleur. Bruce s'arrêta net. Des dizaines de paires d'yeux se tournèrent vers lui, des malades aux gestes mécaniques, aux regards troubles, figés comme des bêtes dans une ménagerie. Certains se balançaient en chantonnant, d'autres ricanaient en silence. Tournant sur lui-même, Bruce chercha du regard quelqu'un à qui parler. Assis dans un fauteuil miteux, un vieillard édenté triturait un oiseau mort entre ses doigts bleuis, caressant ses plumes poisseuses. Une femme maigre au crâne parsemé de trous sanglants se balançait, assise par terre, en répétant une comptine. Plus loin, un homme torse nu, la peau sillonnée de cicatrices, rongeait avec frénésie le coin de la grande table. Ses dents claquaient comme celles d'un piège à loup, arrachant des éclats de bois qu'il avalait aussitôt. Dans un angle, un colosse chauve frappait son front contre le mur, lentement, méthodiquement, laissant une traînée rouge sombre s'élargir sur le ciment blanc. Bruce recula, suffocant. Mais son regard s'accrocha soudain à deux silhouettes, assises à même le sol contre un mur. Laura, Jean-Guy,
Ils portaient eux aussi des blouses beiges, identiques à celles des pensionnaires. Leur visage blême et hagard semblait vieilli de 10 ans. Laura leva les yeux et dans un souffle brisé, balbutia. Bruce! Il se jeta vers elle, s'agenouilla. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vous a fait? Jean-Guy éclata d'un rire nerveux à la limite de la folie. À ton avis, fieu, on est passé par la plaque, comme toi, près des jogs de ton club. On a été aspirés. Et quand on s'est réveillé, on avait ça sur le dos. Il tira sur le tissu rêche de sa blouse. Bruce baissa la tête pour se regarder. Il portait toujours sa chemise rose, celle que Maddy détestait tant. Laura et Jean-Guy avaient mauvaise mine. Et plus on va leur dire qu'on n'est pas fous, et pire c'est, hein. Alors tu vas me dire ce qui se passe dans ta disco, hein, Valet. Bruce soupira, dépité. Je sais pas, mais comment ça se fait que... Il n'eut pas le temps de poser sa question. 2 infirmiers surgirent, massifs, en blouse verte, matraque à la ceinture. Toi? C'est nous. Bruce protesta, mais on le tira par le bras. On le poussa dans un bureau exigu, éclairé par une lampe poussiéreuse. Une table nue, une chaise métallique. On l'assit de force, sangles serrées autour de ses poignets. Les infirmiers se placèrent de part et d'autre de lui. Derrière le bureau, un soixantenaire en blouse blanche grignotait un crayon. Son visage sec et ridé ne transpirait d'aucune émotion. Un badge sur sa poitrine indiquait « Docteur Clairvoy, médecin en chef ». Un autre homme se tenait au garde à vous sur sa gauche. Grand, le teint métissé. Bruce crut d'abord qu'il faisait partie du personnel, qu'il pouvait être le garde du corps personnel du médecin. Mais la blouse beige qu'il portait démentait cette hypothèse. Bruce devina qu'il avait des origines créoles. L'homme silencieux le fixait, avec, dans la tension de son corps, une sorte de rage contenue. Comme s'il s'apprêtait à lui sauter dessus à n'importe quel moment. Le médecin en chef ouvrit la bouche avec lassitude. Votre nom... Écoutez, La ferme! Je réponds juste à la question! aboya le grand métis. Il avait tendu son cou en inclinant la tête d'une façon étrange. Le médecin tempéra. Laissez mon petit Duhanra. Monsieur est un petit peu stressé. Reprenons. Votre nom? Bruce restait bouche bée. Arnaud Duhanra, le psychopathe mentionné dans les articles, celui de la prise d'otage. Il était donc cul et chemise avec le médecin-chef de ce foutu asile. Bruce crut qu'il allait s'évanouir tant la situation était surréaliste. Ou peut-être était-il déjà dans les pommes. Et tout ça n'était qu'un cauchemar, Votre nom? insista le docteur. Bruce de Keut. D-E-K-I-J-T. Date de naissance? 29 août 1980 à Louvain-la-Neuve. Le médecin leva son stylo en même temps qu'un sourcil. Nous sommes en 1966, monsieur de Keut. Vous avez donc moins 14 ans? Non, écoutez, moi, je viens du futur. J'étais dans ma discothèque en 2026. J'ai vu une plaque de cuivre dans les toilettes. Elle s'est illuminée et m'a inspiré. Et je me suis retrouvé ici. Les mots jaillissaient haletants. Arnaud Duhanra éclata d'un rire sadique. Le médecin nota tranquillement sans lever le nez. Délire hallucinatoire aigu, syndrome de persécution. Comme moi! Comme moi! Non, pas comme toi, mon petit Duhanra. Toi, tu ne ressens aucune émotion. Tu souffres de psychopathie. Tu es un psychopathe. Tu comprends? Ouais, un psychopathe! Psychopathe, je suis un psychopathe! Pat! Non, psychopathe. Et dyslexique aussi. Dyslexique! Dyslexique, mais qu'importe. On est tous là pour guérir, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Oh non, j'ai atterri en enfer. Donc je disais, ah oui, délire hallucinatoire aigu, syndrome de persécution. Comme moi! Bruce se pencha, désespéré. Je vous dis la vérité, j'ai une femme, 4 enfants, des restaurants, un club. Vous devez me croire. Le médecin claqua son registre. Déshabillez-le. Les infirmiers le plaquèrent contre la chaise, arrachèrent sa chemise, son pantalon. Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Mais arrêtez, lâchez-moi! Lâchez-moi! On lui passa une blouse beige, rêche, parsemée d'auréoles douteuses. Et on lui fit une injection. Son regard s'éteignit, sa bouche s'ouvrit, et un filet de bave commença à dégouliner les commissures de ses lèvres. On le ramena dans la salle commune où il plana durant des heures, adossé à un mur. Des silhouettes floues allaient et venaient dans son champ de vision étroit. Des visages difformes se penchaient sur lui, l'analysant de façon curieuse. Où elle est? Sergent? Sergent? À vous! Où elle est?
Bruce sentit une main sur son épaule. Il tourna péniblement la tête. Reconnut Jean-Guy. Hé, ça va, vieux? Va falloir qu'on se barre d'ici, hein, dis. Comment est-ce qu'on sort de ta foutue discothèque? J'en sais rien. Ce n'est pas ma discothèque, c'est... Jean-Guy l'empoigna par le col. Rien à foutre, hein, gaillard. Moi, je veux me barrer d'ici au plus vite. Hein. C'est la folie ici. Hein. Le médecin en chef, le personnel, hein. Ils sont qu'au plus barges que tous ces malades. Hein. Et puis il y a l'autre, là. Arnaud Duhanra, là. Un vrai salaud, hein. Un salaud, vieux, hein. Une vraie brute, hein. Tu verrais ce qu'il fait. Mais c'est le chouchou, hein. Ici, il est comme un pape, vieux. On lui laisse faire tout ce qu'il veut. C'est sa thérapie, paraît-il. Mais moi, je crois surtout qu'ils ont une trouille bleue de lui, hein. Tu sais ce qu'il a fait? Et tu sais ce qu'il a fait, vieux? Il a trucidé plus d'une vingtaine de personnes, hein, sais-tu? Il y en a un, il l'a pris. Il l'a spotché à terre jusqu'à lui éclater la boîte crânienne, hein, vieux. À 9 ans, il a cloué la langue de sa petite sœur sur un tourne-disque. Sur un tourne-disque, vieux. La langue de sa sœur. Ils le suivent tous comme un prophète, là. Pour te dire à quel point il fait ce qu'il veut. Tous les après-midi, on laisse choisir 1, 2 ou parfois même 3 malades qu'on emmène pour des expériences. Je ne sais rien trop ce qu'ils traficotent pour un bazar dans leur salle, là-bas. Mais les malades, bien souvent, ressortent dans des housses. Et vieux, les housses, ils les balancent dans une fosse, hein, derrière ta discothèque. Alors, mon gaillard, tu vas me faire sortir de là. Un peu plus loin, Laura se balançait sur un banc, à la manière d'un balancier de métronome, la bouche écumante. Un silence brutal s'abattit sur la salle. La silhouette haute et massive d'Arnaud Duhanra était apparue. Sa blouse beige pendait en s'effilochant sur ses tibias. Dans ses pupilles, on pouvait lire une cruauté sans borne qui planait au-dessus de son sourire imperceptible. Son regard était glacial. Le docteur Clairvoy se tenait dans son ombre. Les patients baissèrent la tête comme des écoliers pris en faute. Certains se recroquevillèrent, d'autres collèrent leur front au mur. La peur se lisait partout. Duhanra tendit un doigt. Vous deux, Dit-il en désignant Laura et Jean-Guy. debout. Laura se mit à trembler. Malgré sa conscience altérée, Bruce tenta de s'interposer. Laissez-les tranquilles. Le médecin s'avança, amusé. Voilà notre voyageur du temps. Un rebelle? Intéressant. Mon petit Arnaud, on s'occupera de lui plus tard. Mais plus tard, bientôt. Deux infirmiers saisirent Laura et Jean-Guy comme des poupées de chiffon. Leurs cris déchirèrent la salle, mais aucun patient n'osa lever la tête. La nuit suivante, Bruce ne dormit pas malgré la seconde piqûre qu'il reçut. Le matin venu, on vint l'extirper de sa cellule capitonnée. Il fut conduit dans une salle de traitement, carrelée, étroite, saturée d'une odeur métallique. Une salle identique à celle par laquelle il était arrivé, située à l'endroit précis où il avait fait abattre les cloisons pour construire l'estrade à karaoké, début 2026. Une chaise à accoudoir trônait au centre. Laura y était sanglée. Sur un guéridon, une boîte métallique munie d'un bouton tourniquet émettait un bourdonnement sourd. Les tempes rasées de Laura étaient reliées à cet appareil par 2 électrodes accrochées à des câbles. Ses yeux rougis suppliaient. Le médecin ajusta calmement les contacts. La thérapie par électrochoc. Vous allez admirer le spectacle. Il tourna la manivelle. Laura hurla. Son corps secoué de spasmes, ses veines saillant sous sa peau. Sa bouche écuma de bave. Ses doigts se crispèrent comme des griffes sur les accoudoirs. Le cri monta, puis s'éteignit d'un coup sec. Bruce détourna la tête, vomissant contre le mur. Fascinant, n'est-ce pas? Reprit le médecin. La peur laisse ses traces jusque dans la chair. Il se tourna vers une autre table. Jean-Guy y gisait ventre ouvert. Le médecin désignait ses organes à 2 assistants, comme un professeur. Le corps est un livre, savez-vous? Il suffit de savoir lire. Voyez ce foie contracté.
La terreur l'a pétrifié. Bruce chancela, suffocant. Laura était morte. Jean-Guy n'était plus qu'une carcasse disséquée. Eh bien voilà, ces deux-là ne poseront plus souci. Qu'on descende les corps à la fosse commune. Les jours suivants s'étirèrent dans un cauchemar permanent. Bruce errait dans la salle commune, silencieux, tentant d'échapper au regard des pensionnaires. Mais il sentait la folie l'entourer, prête à l'engloutir. Dans la divagation cotonneuse des calmants qu'on lui administrait, il nourrissait l'idée de retourner voir la plaque de cuivre. C'était la seule issue. Mais comment savoir à quel moment elle se rouvrirait? La surveillance des lieux étant ce qu'elle était, il parvint à gagner la petite salle numérotée 3, au bout du couloir. Ce soir-là, les deux agents de sécurité regardaient un match de foot dans leurs pièces réservées. Bruce s'approcha du rectangle cuivré fiché dans le mur. Il effleura les gravures du bout des doigts. Suivant les arabesques en braille et se questionnant sur la façon d'actionner cette espèce de portail temporel. Une voix le fit sursauter. Toi, tu n'es pas comme eux. Bruce se tourna. La porte se referma derrière Arnaud Duhanrat. Il avança dans la pénombre. Tu viens de l'autre côté, pas vrai? Bruce ne dit rien. Tu es ma clé. Ma clé. Arnaud Duhanrat s'approcha de lui, se pencha si près que ses postillons fétides lui piquèrent la peau du visage. Dommage pour tes amis. La fille et le petit gringalet. Je veux dire, j'étais pas là. Mais ça me désole vraiment de pas avoir vu le spectacle. J'aime bien quand le docteur me montre ses expériences. Des fois, c'est même moi qui lui donne des idées. D'un geste de l'épaule, Bruce tenta de soustraire son oreille au souffle puant de son interlocuteur. Mais l'autre l'agrippa. Écoute-moi si tu veux pas que je t'arrache la bouche. Ils savent pas. Cette plaque. Ils savent pas ce que c'est. Ce trou par où tu es passé. Mais moi, son histoire, je la connais. Il regarda derrière pour s'assurer que personne n'était entré, avant de poursuivre. Avec ma dyslexie, avec ma maladie. Les mots. J'ai du mal avec les mots. J'ai du mal avec les mots. Par contre, avec les chiffres, je suis un dieu. Un dieu. C'est moi que j'ai fait la plaque. Ce qui est gravé dessus. Tous les calculs, c'est moi. Combien de chiffres tu peux retenir, toi? Hein? Combien de chiffres? J'en sais rien, Moi, je peux en retenir des milliers. Des milliers. Demande-moi un calcul. Je sais pas, moi. Demande-moi un calcul, je te dis. J'en sais pas, moi. Bon, allez, 3 x 8. De sa main immense, Arnaud Duhanrat le chopa par le cou. Donne-moi une opération super difficile à résoudre ou je te défonce le crâne. Ok, alors, 227 300 divisé par 3670. Duhanrat regarda le plafond quelques secondes. Ouais, c'est pas un chiffre fini, ça. Ça fait 61,93460499046. Bruce était trop effrayé pour remettre la réponse en question, ou même tenter d'en vérifier la véracité. Une autre. Allez, ça suffit maintenant. Quoi? Tu préfères que je t'attache sur la chaise avec des électrodes? Des fois, Clairvoix me laisse tourner le bouton. Il me dit que c'est bon pour ma maladie. Tu veux que je fasse ça? Non. Alors donne-moi un calcul. Ok. 18 498 multiplié par 24 867. Facile. 459 989 766. Une fois, Billy Lebègue a réussi à passer. Depuis tout petit, j'ai plein de maladies. Même si on me dit que c'est dans ma tête, je sais que j'ai une maladie. C'est moi que j'ai jeté le bec à travers la plaque. Les mathématiques, c'est magique. Mais ce con est revenu plein de sang. Il faut que je sorte avant de mourir, parce que j'ai une maladie. Alors maintenant, toi tu es moi, et moi je suis toi. Désolé, mais ça c'est jamais de la vie possible, hein. Duhanrat lui martela le front de son doigt épais. Je te dis que je suis toi, et toi tu es moi. Je vais sortir parce que je suis toi. Bruce s'écarta, terrifié. Si je suis toi, et toi tu es moi. 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 Je suis Bruce. Le grand métis l'attrapa par le bras et le reconduisit à la salle commune. Là, il l'exposa comme un article de téléshopping aux yeux hagards de la communauté de Toqué. Les bruits cessèrent et toute l'attention fut captée par la venue du prophète. Regardez bien cet homme.
Il s'appelle Arnaud Duhanra. Il est moi, je suis lui. Je suis Bruce. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Bruce. Duhanra abattit sa large main sur la joue de Bruce, qui faillit tomber. Non, Bruce, c'est moi. Toi, tu es Arnaud. Alors, t'es qui? Je suis... L'autre leva la main. Je suis Arnaud Duhanra. Répète plus fort. Je suis Arnaud Duhanra. Les autres regardaient en souriant d'un air béat. Vous voyez? Il s'appelle Arnaud Duhanra. Alors, montrez-moi qui est Arnaud Duhanra. Les doigts tendus convergèrent en direction de Bruce, dont la poitrine se serrait d'effroi. C'est bien. Arnaud Duhanra se mit à sautiller sur place, comme un enfant joyeux. Je suis Bruce. Je suis Bruce. Je suis Bruce. Je suis Bruce. Chaque jour, Bruce s'enfonçait dans la folie jusqu'à ne plus savoir qui il était réellement. Autour de lui, il y avait tous ces êtres étranges. Celui qui ne cessait de répéter Où elle est? Où elle est? sur tous les tons le terrorisait particulièrement. Où elle est? Un grand brun rondouillard tournait toute la journée autour de lui en faisant des signes militaires. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Et tout le monde l'appelait désormais Arnaud. Arnaud Duhanra. Même le personnel ne savait plus très bien qui était qui, tant le machiavélique Duhanra était parvenu à semer le trouble. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Et puis un jour, le 23 novembre de cette année 1966, en fin d'après-midi, les pensionnaires armés de morceaux de métal et de verre se jetèrent sur les gardiens. Le docteur Clairvoy fut saisi et écartelé par une foule de démons hurlants. Le sang gicla jusque sur les murs. Les infirmiers survivants furent pris en otage. Le siège et les négociations avec la police durèrent 7 jours. 7 jours d'enfer supplémentaires. Les policiers postés dehors hurlaient au mégaphone. Libérez les otages et rendez-vous. Duhanra envoyait son porte-parole à la fenêtre de l'étage pour dicter ses conditions. Mais tout ce que voulait Duhanra, c'était gagner du temps. Jusqu'à la prochaine pleine lune. Chaque soir, il observait le ciel, attendant le moment propice. Le soir du 28 novembre, peu avant 23h23, Arnaud Duhanra s'éclipsa dans la salle numéro 3. Depuis la salle commune, où on percevait le fond du couloir, les yeux attentifs virent un flash de lumière rougeoyant jaillir de là-bas. Duhanra ne ressortit pas. Mais quelques minutes plus tard, la police faisait irruption, canon en avant. Allez, lequel d'entre vous est Duhanra? Lequel est Duhanra? Allez. Lequel d'entre vous est Duhanra? Là, tous les pensionnaires brandirent leur index en direction de Bruce. Rendez-vous, Duhanra. Attendez, c'est une méprise. Son corps fut criblé de balles. Le choc le projeta en arrière. Son dernier souffle se perdit dans un râle. Je ne mourrai jamais. La boucle est bouclée. Je reviendrai sans cesse. On jeta son cadavre dans la tranchée avec les autres. La fosse commune, élargie à la hâte derrière l'asile. De la poussière, tu retournes. Les prêtres récitèrent quelques phrases mécaniques. Puis la terre s'abattit, Amen. lourde, humide. Bruce de Keut, né en 1980, était mort en 1966. Le psychopathe Arnaud Duhanra, quant à lui, était libre. L'inspecteur Van de Vleyen épingle la photo du disparu au tableau d'accueil. Avez-vous vu cet homme, Bruce de Keut, suspect en fuite, appel à témoins? Depuis la disparition de Keut, des crimes atroces sont perpétrés dans la région wallonne. Les policiers sont parvenus à retracer son parcours, mais le fuyard semble avoir toujours une longueur d'avance sur les enquêteurs.